Tout a commencé par une simple erreur, du moins c'est ce qu'il pensait. Une policière a interpellé un latino, pensant qu'il s'agissait d'une cible facile, une personne qui resterait silencieuse et obéissante. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que cet homme n'était pas n'importe qui. Et lorsque la vérité a éclaté, il était trop tard pour revenir en arrière. Ce sont des histoires sur lesquelles j'ai enquêté, et les noms des victimes ont été modifiés pour protéger leur identité. Je souhaite les raconter non pas comme des reportages, mais comme de véritables histoires humaines porteuses d'enseignements importants, comme cette simple vérité, ne jamais sous-estimer personne. Avant de commencer, dites-moi l'heure qu'il est chez vous et laissez un commentaire ci-dessous. Nous serions ravis de vous lire. Tout a commencé comme n'importe quel contrôle routier de routine. Pas de cris, pas de violence, juste des gyrophares dans le rétroviseur et le long soupir las d'un homme qui avait déjà vu ça. Miguel Hernandez gara son vieux camion PCKP sur le bord de la route. Le moteur rugit, puis s'installa dans un silence tremblant. Il garda les deux mains sur le volant, toujours à 10 et 2 heures. C'était ce que son père lui avait appris. C'était ce qu'il avait appris à son propre neveu. Le rétroviseur latéral reflétait l'approche de deux policiers. Tous deux blancs. L'un était plus âgé, peut-être la cinquantaine, se déplaçant comme un homme convaincu que le monde lui devait obéissance. L'autre était plus jeune, peut-être la vingtaine, le regard perçant mais hésitant. Miguel jeta un coup d'œil à la boîte à gants où se trouvait sa carte grise. Il ne la prit pas. L'agent le plus âgé tapota la vitre. Miguel la baissa. « Bonsoir », dit-il calmement. L'agent ne lui rendit pas son salut. Son regard scruta Miguel, puis se posa sur le camion usé, la peinture écaillée, les taches de rouille. « Que faites-vous dans ce quartier » demanda l'agent. « Je vais chez ma mère », répondit Miguel. « Elle habite à 2 rues d'ici. » L'officier eut un sourire narquois, un sarcasme à peine voilé. « Votre mère habite dans le coin ?» Miguel hocha la tête. « Oui. » Le jeune officier resta quelques pas en arrière, sa main posée près de sa ceinture, ses doigts tremblants près du tasé. « J'aurai besoin de votre permis de conduire et de vos papiers d'immigration » a exigé l'officier le plus âgé. Miguel garda une voix posée. « Le permis est dans ma poche arrière. La carte grise est dans la boîte à gants. Puis-je les prendre ?» L'officier fronça lentement les sourcils. Miguel se déplaçait avec précaution, sans brusquerie ni surprise, tandis qu'il remettait les documents. L'agent pencha la tête. « Vous savez, un camion comme celui-ci n'a pas vraiment sa place dans ce quartier. » Miguel sourit faiblement. « Je suppose que oui, maintenant. » L'agent n'apprécia pas cette réponse. Le jeune policier s'agita, mal à l'aise, regardant tour à tour Miguel et son partenaire. L'agent le plus âgé lut le permis. Miguel Hernandez. « Et vous, que faites-vous comme travail, monsieur Hernandez ?» Miguel marqua une pause. Cette question n'avait rien à voir avec le code de la route. « Je dirige une entreprise de conseil en technologie », dit-il simplement. L'officier renifla. « La technologie, hein ? Bien sûr que oui. » Miguel ne répondit pas. Il avait déjà entendu ce ton ou cette incrédulité moqueuse, cette idée qu'un latino au volant d'un vieux camion ne pouvait pas avoir une entreprise prospère, et encore moins travailler avec des contrats fédéraux. « Y a-t-il quelque chose dans le véhicule que nous devrions savoir » a insisté l'officier. « Non. » « Sortez du véhicule. » Miguel cligna des yeux. « Pardon ? » ?»« Sortez du véhicule. »« Maintenant. » Le jeune officier parut surpris mais resta silencieux. Miguel détacha sa ceinture et sortit. Il se tenait droit, calme, les épaules détendues, les mains visibles. L'agent le plus âgé fit le tour du camion, regardant par les fenêtres. « Ça vous dérange si on jette un œil à l'intérieur ?»« Ça ne me dérange pas, » dit doucement Miguel. « À moins que vous n'ayez un motif raisonnable ou un mandat. » Le sourire narquois de l'agent disparut. « Tu refuses une fouille, hein ? J'exerce mes droits. » Le jeune policier se retourna de nouveau, le regard incertain. Il ne s'attendait pas à une telle escalade. Mais le policier plus âgé avait déjà pris sa décision. « Mets tes mains sur le capot. » Miguel resta immobile. « Monsieur l'agent, j'ai obéi à toutes mes instructions. Il n'y a aucune raison. » L'officier s'approcha, baissant la voix. « Tu te crois plus intelligent que moi, à te cacher derrière des mots éloquents et des paroles mielleuses. » Miguel resta silencieux. Il savait pertinemment de quoi il s'agissait.
Ce n'était pas une question de sécurité. Ce n'était pas une question de loi. C'était une question d'ego, de se sentir rabaissé. L'agent saisit le bras de Miguel et le tourna vers le camion. Main sur le capot. Miguel posa ses paumes à plat contre le métal froid. Le jeune officier semblait visiblement mal à l'aise mais resta silencieux tandis que le plus âgé commençait à fouiller Miguel. Miguel parla doucement. « Officier, êtes-vous sûr que c'est le chemin que vous voulez prendre ?» L'homme resta figé un instant. Mais sa fierté ne le laissait pas tomber. « Je ne suis pas un criminel. » Miguel sourit faiblement. « Je ne suis pas un criminel. Mais tu devrais peut-être appeler ton supérieur avant que ça n'aille plus loin. » L'officier s'est moqué. « C'est une menace. » « Non, dit Miguel, c'est une courtoisie. » Avant que l'officier puisse répondre, sa radio grésilla. La voix d'un répartiteur résonna dans l'air nocturne. Unité 12, un superviseur demande des nouvelles de Monsieur Miguel Hernandez. Réponse immédiate requise. L'officier le plus âgé fronça les sourcils. C'est quoi ce bordel? Le jeune policier actionna son micro d'épaule. Unité 12. Sujet détenu pour contrôle de véhicule. Aucun problème pour l'instant. Il y eut une pause. Puis la voix du répartiteur revint, plus aiguë cette fois. Libérez-le immédiatement. Le sujet est clair. N'intervenez plus. Superviseur en route. Le visage de l'officier le plus âgé s'est vidé de toute couleur. Miguel tourna légèrement la tête. J'ai essayé de te prévenir. Avant que les deux policiers puissent comprendre ce qui se passait, un SUV noir banalisé s'est arrêté sur les lieux. Une femme de grande taille en est sortie, chemise blanche, pantalon foncé, badge accroché à la ceinture. Elle s'approcha d'un ton calme et autoritaire. « Agent, ce contrôle est terminé. Vous allez rendre les papiers de Monsieur Hernandez et vous éloigner. » L'officier le plus âgé balbutia, « Qui êtes-vous » Elle a levé sa carte d'identité. Sécurité intérieure. Monsieur Hernandez est consultant fédéral et participe actuellement à une enquête. Vous avez commis une grave erreur. Le jeune officier recula aussitôt. Le plus âgé ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Miguel redressa les épaules. Et la prochaine fois, avant de deviner ce que quelqu'un est ou n'est pas, pose-lui peut-être la question. Il a repris son permis et sa carte grise, a fait un signe de tête poli à l'agent fédéral et est retourné calmement à son camion. Derrière lui, les deux officiers restaient figés. Le système qu'ils pensaient devoir protéger venait de se déformer sous leurs pieds. Le lendemain matin, les gros titres ne mentionnaient pas Miguel Hernandez et c'était exactement ce qu'ils souhaitaient. Pas de presse. Pas de drame. Juste le silence. Le silence lui laissait l'espace pour avancer, pour terminer ce qu'il avait commencé. Chez lui, Miguel était assis à sa table de cuisine, son café fumant à côté d'une épaisse pile de dossiers et de son ordinateur portable. Des données défilaient sur l'écran, liste de plaintes, rapports d'incidents, dossiers de recours à la force. Son propre système avait déjà détecté des tendances des mois plus tôt, contrôle routier dans ce quartier, conducteurs latinos arrêtés 2 fois plus souvent que les blancs, perquisitions sans motif, arrestations sans inculpation. Et 2 noms revenaient sans cesse, le sergent Daniel Collins et l'agent Tador Reed, les 2 mêmes qu'il avait arrêtés. Mais ils n'étaient pas les seuls. Le logiciel de Miguel a été conçu pour révéler bien plus que des individus mal intentionnés. Il traquait les réseaux, les connexions et les dissimulations. Et cette fois, les données ont révélé un problème plus vaste, un réseau d'interpellations lié à des expulsions, des saisies de biens, de voitures, d'argent liquide et de biens confisqués à des personnes n'ayant jamais été condamnées pour un crime. Et Miguel n'allait pas laisser cela dans l'ignorance. Sur le papier, l'argent disparaissait dans les programmes de formation et les budgets d'équipement. En réalité, il était utilisé ailleurs. Miguel ouvrit un dossier intitulé « Projet Falcon ». À l'intérieur se trouvaient des rapports, des feuilles de calcul et des noms. Le service local d'antiterrorisme avait une habitude, les agents ciblaient des personnes qu'ils pensaient incapables de riposter. Des personnes sans relation, sans pouvoir, sans moyen de poursuite. Et Miguel n'était pas qu'un simple consultant en technologie. Il travaillait sous contrat fédéral pour révéler cette opération. L'arrêt de la veille n'avait pas été un hasard. C'était une confirmation. Il devenait plus audacieux. Plus négligent. Il ferma l'ordinateur et expira profondément. Son téléphone vibra. Un SMS de l'agent Ramirez.
Votre rapport a été vérifié. Digi avance. Attendez-vous à une certaine résistance. Restez vigilant. Miguel a répondu par SMS. Compris. Je serai prêt. Au même moment, de l'autre côté de la ville, le sergent Collins arpentait son bureau comme un animal en cage. Tyler Reed était assis, nerveux, sur la chaise en face de lui. Tu m'avais dit que c'était un arrêt net, aboya Collins, la voix aiguë de frustration. C'était, jusqu'à ce qu'il commence à agir comme une sorte d'avocat, balbutia Reed. Collins jura dans sa barbe. Il ne se comportait pas comme un avocat. Il se comportait comme quelqu'un qui savait exactement jusqu'où il pouvait aller sans dépasser les bornes. Reed secoua la tête, mais l'inquiétude se lisait sur son visage. Collins laissa choir un dossier sur son bureau. C'est là le problème. Vous pensiez que c'était un type ordinaire. Vous dressez le portrait de gens comme lui parce qu'en général, ils ne ripostent pas. En général, ils n'ont pas les ressources nécessaires. Il se pencha en avant, sa voix tombant à un niveau dangereusement bas. Mais nous avons fait une erreur. Reed déglutit difficilement. Qu'est-ce qu'on fait? Le visage de Collins se durcit. On prend les devants. On fait de lui le problème avant qu'il ne nous pose problème. Cet après-midi-là, Miguel se gara sur le parking de son bureau. Rien d'extraordinaire. Juste un petit immeuble de 2 étages dans un quartier calme. Le nom de son entreprise n'était même pas sur la façade, juste un numéro de suite. À l'intérieur, son équipe l'attendait. 3 esprits brillants, jeunes, diversifiés et dignes de confiance, Taza, responsable de la cybersécurité, Jared, analyste de données, et Nina, chercheuse juridique. Ils n'avaient pas besoin d'explications. Ils avaient accès aux mêmes données que Miguel. Ils avaient déjà examiné l'arrêt. Taza prit la parole la première. Tu veux qu'on verrouille tout? C'est déjà fait, répondit Miguel. Mais maintenant, nous allons agir. Il fit un geste vers le moniteur derrière lui où les données du projet Falcon brillaient sur l'écran. Nous avons suffisamment de preuves pour dénoncer les abus systémiques. Mais si nous les publions maintenant, ils vont déformer les faits. Ils diront que c'est un malentendu. Quelques brebis galeuses. Jared hocha la tête. Alors, quel est le plan? Nous les faisons sortir, dit calmement Miguel. Taza haussa un sourcil. Tu veux les provoquer? Non, répondit Miguel en secouant la tête. Je veux qu'ils fassent ce qu'ils ont toujours fait, traiter quelqu'un comme s'il n'était rien. Il s'arrêta. Mais cette fois, ils vont choisir la mauvaise personne. Ce soir-là, Miguel retourna chez sa mère. Elle le salua d'une étreinte parfumée à la lavande et aux vieilles recettes de famille. Tu reviens avec ce visage, dit-elle doucement. Quel visage? Celui qui dit que les ennuis arrivent. Miguel sourit faiblement. Les ennuis sont déjà là. Mais ils ne viendront pas pour moi. Sa mère soupira et leva la main pour lui toucher doucement la joue. Tu crois toujours pouvoir réparer le monde. Quelqu'un doit essayer. De l'autre côté de la ville, Collins tendait déjà son piège. Il a contacté un journaliste local. Il lui a raconté l'histoire de Miguel, un homme se présentant comme consultant en technologie sous protection fédérale qui était en réalité impliqué dans d'anciennes poursuites civiles et qui avait des antécédents de sentiments anti-ICE. C'était une vieille tactique. Une campagne de diffamation. Mais Collins a sous-estimé quelque chose de crucial. Miguel ne préparait pas seulement une défense. Il préparait une contre-attaque. Et cette fois, les regards n'étaient pas seulement ceux de son équipe ni même du ministère de la Justice. Les dirigeants locaux observaient. Les journalistes soucieux de la vérité observaient. Et surtout, le système que Collins pensait contrôler commençait déjà à se retourner contre lui. Le lendemain, l'histoire a fait la une des journaux. Mais pas celui que le sergent Collins avait prévu. Oui, l'article diffamatoire a été publié. Un article mal écrit, plein de demi-vérités et d'insinuations, présentant Miguel comme un anti-policier et remettant en question son travail dans le domaine des technologies, un exemple typique de diffamation. Mais quelque chose d'inattendu s'est produit. En quelques heures, des groupes communautaires ont commencé à s'exprimer. Pas des voix isolées, mais des voix respectées. Des responsables religieux. Des chefs de petites entreprises. Des parents dont les enfants avaient été encadrés par Miguel lors d'ateliers de codage. Des vétérans qui l'avaient aidé à se reconvertir dans le secteur technologique.
Les réseaux sociaux n'ont pas partagé l'article diffamatoire. Ils partageaient leurs histoires. Il a aidé mon fils à obtenir son premier emploi. Il a construit des systèmes de sécurité gratuits pour les petites entreprises de notre quartier. Je connais Miguel depuis 20 ans. Cet homme incarne l'intégrité. La réaction fut rapide. Et Collins, qui n'avait jamais rencontré de réelle opposition, ne savait pas comment la gérer. Dans son bureau, il posa l'article sur son bureau. Mais qu'est-ce qui se passe? L'agent Reed était pâle. Monsieur. Je crois que nous avons sous-estimé ses relations. Tu crois, grommela Collins. Le but était que personne ne le soutienne. C'est pour ça qu'on l'a choisi. Reed se tortilla, mal à l'aise. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Collins se pencha en baissant la voix. On insiste. Il finira bien par faire une erreur. Personne n'est parfait. Reed hésita. Et s'il ne le fait pas? Le regard de Collins se durcit. Alors on le fait glisser. De retour à son bureau, Miguel a rassemblé son équipe. Taza fit apparaître de nouvelles données à l'écran. Nous avons suivi 2 des agents impliqués dans les contrôles illégaux. Collins est l'un d'eux. L'autre prévoit une opération de surveillance non autorisée ce soir. Les yeux de Miguel se plissèrent. Qui est la cible? Jared répondit d'un ton sombre. Ils ont signalé votre véhicule. Ils ont établi un itinéraire de contrôle non officiel. Miguel hocha lentement la tête. Ils essaient de me perturber. De faire croire que j'ai vitesse. De résister. Nina semblait inquiète. On pourrait alerter le ministère de la Justice. Pas encore, répondit Miguel en secouant la tête. S'ils essaient de me piéger, ça nous donne ce dont nous avons besoin, une preuve vidéo et audio d'un ciblage sélectif. Taza hésita. Tu te prends pour un appât. Miguel sourit légèrement. Je préfère penser que ça leur donne le choix. Il les regarda chacun à son tour. S'ils redoublent d'efforts, ils se dévoilent. S'ils reculent, ils admettent avoir peur. Dans tous les cas, nous gagnons. Cette nuit-là, Miguel conduisait son vieux pick-up sur la route découverte par Taza. Comme prévu, 2 voitures de patrouille stationnaient près d'une intersection qui ne figurait sur aucune carte officielle des points de contrôle. Au moment où il a franchi le panneau d'arrêt, les lumières ont clignoté derrière lui. La même routine. Les mêmes agents. Mais ce n'est pas le même résultat. Cette fois, Miguel avait une caméra embarquée en marche, diffusant en direct sur un serveur sécurisé. Et il n'était pas seul. 2 témoins le suivaient discrètement dans un autre véhicule, un pasteur local et un juge à la retraite. Tous 2 respectés. Tous 2 enregistraient déjà. Les officiers s'approchèrent. Le sergent Collins lui-même sortit d'une voiture de patrouille. Sortez du véhicule, monsieur Hernandez, ordonna Collins. Miguel garda ses mains visibles. Quel est le prix à payer cette fois? Collins eut un sourire narquois. On en discutera après ton départ. Miguel obéit, calme et posé. Il jeta un coup d'œil vers le véhicule derrière lui où les 2 témoins avaient déjà leurs caméras allumées. Collins n'avait rien remarqué. Il était trop concentré sur le contrôle du récit. Vous avez évité les contrôles légaux, a accusé Collins. Miguel haussa un sourcil. Vraiment? C'est le seul contrôle que j'ai rencontré, et il est illégal. Il n'y a aucun panneau de contrôle. Le visage de Collins s'assombrit. Éloignez-vous du véhicule. Miguel obéit, toujours calme. Vous faites une erreur, sergent. C'est là que tu te trompes, cracha Collins. L'erreur a été de croire que tu pouvais jouer avec ce service. Le sourire de Miguel ne s'estompa pas, ce n'est pas moi qui joue. De l'autre côté de la rue, d'autres lumières sont apparues, une élégante berline noire banalisée. Le jeu était terminé. Et Miguel le savait. Le même agent fédéral que précédemment, l'agent Ramirez, est sorti. Derrière elle se trouvaient 2 enquêteurs du ministère de la Justice et une équipe de presse locale, alertée par l'équipe de Miguel. L'équipe de presse n'a pas hésité. Les caméras ont tourné. Les lumières ont brillé. Le récit a changé en un instant. L'agent Ramirez s'est dirigé directement vers le sergent Collins. Cette halte est terminée. Vous et vos officiers avez l'ordre de vous retirer. La bouche de sang s'ouvrit, puis se referma.
Il ressemblait à un homme qui s'était préparé à une bagarre et qui s'est retrouvé au milieu d'une conférence de presse. Miguel se tenait droit. « Je t'ai prévenu une fois, dit-il doucement. Je n'aurai plus besoin de te prévenir. » Les enquêteurs du ministère de la Justice se sont avancés et ont commencé à lire ses droits à Collins. Les caméras de télévision ont filmé chaque mot. Le plus jeune officier, Reed, n'a pas résisté. Il laissa simplement tomber sa lampe de poche et recula, les yeux écarquillés, réalisant que la tempête les avait finalement atteints. Au matin, les gros titres avaient changé. Un dirigeant communautaire ciblé par l'ICE dénonce la corruption, des contrôles routiers illégaux font l'objet d'une enquête fédérale. Le ministère de la Justice intervient dans une affaire de droit civique avec Miguel Hernandez au centre. Mais pour Miguel, il ne s'agissait pas de gros titres. C'était une question d'élan. Le système avait essayé de le briser à 2 reprises, et avait échoué à 2 reprises. Mais cette fois, il ne s'agissait pas seulement de survie. Il s'agissait de responsabilité. Et il ne faisait que commencer. Le lendemain de l'arrestation, la ville semblait différente. Pas seulement à cause des gros titres. Mais parce que les gens commençaient à croire que quelque chose pouvait réellement changer. Au centre communautaire où Miguel donnait des cours de cybersécurité depuis des années, les gens se sont rassemblés non pas par curiosité, mais par solidarité. Des hommes âgés qui avaient été arrêtés sans raison. Des mères célibataires qui avaient autrefois trop peur d'appeler la police. Des jeunes qui se sont toujours sentis invisibles. Ils se tenaient maintenant ensemble. Ce n'est pas parce que Miguel était célèbre, mais parce qu'il avait prouvé que quelqu'un pouvait résister au pouvoir et gagner. À l'intérieur du centre, Miguel était assis à une table entouré de son équipe. Taza, Jared et Nina semblaient sérieux, mais pleins d'énergie. Taza a parlé en premier. Nous avons analysé les données relatives à l'arrestation de Collins. Il manipule les rapports depuis des années. Des dizaines d'arrêts, a ajouté Jared. La plupart n'ont même jamais été traduits devant le tribunal. Nous avons effectué des recoupements avec le fonds de confiscation des actifs, a poursuivi Taza. L'argent confisqué aux chauffeurs finissait sur des comptes officieux. Collins ne travaillait pas seul. Miguel hocha la tête d'un air sombre. On s'y attendait. La question est, jusqu'où cela va-t-il? Nina poussa un dossier sur la table. Plus profond que nous le pensions. À l'intérieur se trouvaient des courriels imprimés ou des communications entre Collins et le capitaine Raganley, son supérieur direct. Les messages n'étaient pas subtils. Choisissez vos cibles avec soin. Poursuivez ceux qui ne ripostent pas. Gardez les documents propres. Miguel expira lentement en se penchant en arrière. Ils ont construit une machine, murmura-t-il. Et ça dure depuis longtemps. Pendant ce temps, au département AS, la panique s'installait. Le capitaine en lit faisait les 100 pas derrière son bureau, aboyant des ordres. Je veux que tous les documents relatifs aux arrêts de sang soient vérifiés. Si quelque chose semble anormal, faites-le disparaître. Un officier hésitait. Monsieur, le ministère de la Justice garde déjà les dossiers. Henli se figea. Puis, d'une voix plus calme et plus dangereuse, il dit. Nous devons alors contrôler le récit avant qu'il ne le fasse. Il a attrapé le téléphone. Appelez le syndicat. Appelez nos contacts médias. Nous disons que Miguel Hernandez exploite cette situation pour de l'argent. Discréditez-le. Immédiatement. Mais Henli avait sous-estimé une chose. Miguel n'était plus seul. Cet après-midi-là, Miguel se tenait devant une conférence de presse bondée. Il ne voulait pas être là, il détestait les caméras. Mais ce n'était pas à propos de lui. Il s'agissait des gens qui se tenaient derrière lui. Les dirigeants communautaires. Familles. Des agents honnêtes qui se sont manifestés au cours des dernières 24 heures. Miguel s'éclaircit la gorge. Pendant des années, commença-t-il. Certains membres des services d'immigration pensaient pouvoir agir sans conséquence. Ils pensaient pouvoir intimider, manipuler et tirer profit aux dépens des personnes même qu'ils avaient juré de protéger. Il s'arrêta, laissant le poids de ses mots se poser. Mais ils avaient tort. Derrière lui, Taza tenait un grand tableau. En lettres grasses, on pouvait lire « Projet Falcon exposé ». Miguel a continué. Notre enquête indépendante, désormais vérifiée par les autorités fédérales, a révélé un système de contrôles routiers illégaux, de rapports falsifiés et de détournement de fonds publics.
Les flashs des appareils photo ont éclaté comme des éclairs. Et laissez-moi être clair, a déclaré Miguel. Il ne s'agit pas de détruire les contrôles en matière d'immigration. Il s'agit de le restaurer. Il s'agit de s'assurer que ceux qui servent et protègent soient soumis aux mêmes normes que ceux qu'ils surveillent. Un journaliste a crié. Craignez-vous des représailles? Miguel sourit légèrement. Si je l'avais fait, j'aurais arrêté depuis longtemps. La salle rigola doucement, mais le ton sous-jacent restait mortellement sérieux. Un autre journaliste a demandé. Que voulez-vous dire aux gens qui ont essayé de vous discréditer? Miguel fit une pause. Puis, lentement, il dit. Merci. La salle murmura, confuse. Parce que chaque mensonge, chaque tentative de me faire taire, cela prouve seulement à quel point ils sont désespérés. Et le désespoir est le signe le plus clair que la vérité est en train de gagner. Cette nuit-là, alors que la conférence de presse était diffusée sur toutes les chaînes d'information, le capitaine Henly a passé un dernier appel. Trouvez-moi quelqu'un qui peut réparer ça. Mais il n'y avait plus personne à appeler. Le système qu'il avait construit pour se protéger s'effondrait. Et plus il essayait de le maintenir ensemble, plus vite il lui glissait entre les doigts. De retour au bureau, Miguel et son équipe ont passé en revue leurs prochaines actions. Taza a pointé vers un nouveau fichier. Nous avons reçu des informations anonymes. Davantage d'agents sont prêts à témoigner. Des lanceurs d'alerte internes ont été mis en place. Jared a ajouté. Quelqu'un du service des finances est prêt à parler des fonds manquants. Miguel hocha la tête. Bien. On avance. Nina hésita. Tu sais qu'ils ne s'arrêteront pas, n'est-ce pas? Ils continueront d'arriver. Miguel sourit. J'y compte. Il se leva et regarda par la fenêtre, observant les lumières de la ville. Pendant trop longtemps, ils ont cru que le silence signifiait la sécurité, que l'intimidation signifiait le pouvoir. Puis il se retourna vers son équipe. Maintenant, ils connaissent la vérité. De l'autre côté de la ville, dans un bureau sombre, le capitaine Henly fixait son propre reflet dans la vitre. Pour la première fois depuis des années, il ne voyait aucun contrôle. Il a vu la peur. Parce que l'homme qu'ils avaient renvoyé, l'homme qu'ils pensaient n'être qu'une autre cible facile, était devenu la seule chose qu'il ne pouvait pas distancer. Responsabilité. Le lendemain matin, les lignes de bataille étaient dégagées. Les gros titres racontaient deux histoires très différentes. Un, poussé par les alliés de Henly. Un consultant en technologie exploite l'enquête de l'ICE à des fins personnelles. L'autre, qui se propage rapidement à travers les médias indépendants et les voix communautaires de confiance. Les lanceurs d'alerte se manifestent. Le projet Falcon est plus important que prévu. Mais Miguel ne se concentrait pas sur les gros titres. Il était concentré sur le prochain mouvement. Au bureau, il a rencontré son équipe. Taza a souligné les derniers rapports. Le lanceur d'alerte du ministère des Finances l'a confirmé. Les fonds saisis ont transité par une fausse association à but non lucratif contrôlée par Henly. Jared a ajouté. Cette association à but non lucratif a ensuite émis de fausses subventions de formation qui ont été versées directement sur des comptes personnels. Nina se pencha en avant. Ce n'est pas seulement Henly. 2 fonctionnaires municipaux ont signé. Cela pourrait parvenir à la mairie. Miguel expira. Ils en avaient assez pour mener une enquête à l'échelle de la ville. Mais ils avaient besoin de plus. Ils avaient besoin de la pression publique. Ils avaient besoin que les gens voient ce qui avait été caché. Et ils devaient agir vite, avant que Henly ne fasse son prochain jeu. Pendant ce temps, à l'intérieur du quartier général de l'AS, le capitaine Henly ne restait pas les bras croisés. Lors d'une réunion privée, il s'est entretenu avec le président du syndicat des agents et 2 responsables de la ville. Le désespoir s'accroche à chacun de ces mots. Nous tiendrons une conférence de presse, insista Henly d'une voix aigre. Nous accusons Miguel de piratage informatique et de surveillance illégale. Nous faisons de lui le criminel. Le président du syndicat hésita, les sourcils froncés. Il nous faudra des preuves. Le sourire de Henly était froid, aussi fin qu'une lame de rasoir. Nous n'avons pas besoin de preuves. Nous avons besoin de doutes. L'un des responsables s'agita, mal à l'aise. Et si le ministère de la Justice nous devance, alors on est fini. L'expression de Henly se durcit. Alors, on se battra de manière déloyale.
Cet après-midi-là, Miguel et son équipe ont lancé leur contre-attaque, une réunion publique ouverte. Pas à huis clos, pas noyée dans le jargon juridique, mais une réunion diffusée en ligne, ouverte à la presse et au public. La communauté remplissait l'auditorium, chaque siège étant occupé. Certains n'avaient jamais fait confiance à AS, d'autres les avaient autrefois défendus, mais désormais, ils étaient unis par la douleur de la trahison. Miguel monta à la tribune. Il ne parlait pas comme un homme avide de vengeance. Il parlait comme un homme qui dit la vérité. Pendant des années, le projet Halcon a fonctionné avec l'idée que personne ne s'en apercevrait, a déclaré Miguel d'une voix ferme. Que les victimes garderaient le silence, que les données seraient ignorées. Il s'arrêta, laissant le poids de ses mots s'abattre sur la pièce. Mais les victimes ne sont pas restées silencieuses. Les données n'ont pas disparu. Derrière lui, un écran géant s'illumina, affichant des rangées de noms, de visages, d'histoires de vraies personnes, détenues à tort, arrêtées, verbalisées. Nombre d'entre elles étaient assises dans cette même pièce. La voix de Taza commentait tandis que les diapositives défilaient. Il ne s'agit pas seulement de Miguel. Il s'agit de centaines de vies, des emplois perdus, des maisons saisies, des familles déchirées. Jared s'avança. Et l'argent est allé ici. L'écran changea à nouveau, relevé bancaire, virement, signature, clair, indéniable. La foule murmurait, les voix s'élevant dans l'incrédulité, dans la fureur, dans le douloureux soulagement de la validation. Miguel leva la main pour demander le silence. Sa voix s'adoucit, mais son ton était ferme. « Je ne veux pas de ta colère, dit-il. Je veux que tu agis. » Il s'est tourné vers les caméras diffusant en direct à destination de tous ceux qui voulaient bien l'écouter. Ce n'est pas une question de race. Ce n'est pas une question de rhétorique anti-ICE. C'est une question de pouvoir et de ceux qui pensent pouvoir l'utiliser sans conséquence. Il fit un geste vers la foule derrière lui. Ça suffit. De l'autre côté de la ville, le capitaine Henly a regardé la diffusion en direct depuis son bureau, son téléphone bourdonnant sans arrêt d'appels du syndicat, des responsables de la ville et des officiers paniqués. On frappa à la porte. Ce n'était pas n'importe qui. C'était l'agent Ramirez. Elle est entrée sans attendre la permission. Nous devons parler. Henly essaya de calmer sa respiration. Je suis occupé. Plus maintenant, dit-elle en posant un épais dossier sur son bureau. À l'intérieur se trouvait un avis officiel du ministère de la Justice. Vous faites l'objet d'une enquête fédérale, dit-elle sèchement. Avec effet immédiat. Henly retint son souffle. Pour quelle raison? Ramirez s'autorisa un petit sourire entendu. Parce que tu pensais que personne ne te regardait. Elle se pencha plus près. Et tu as sous-estimé le mauvais homme. De retour à la mairie, à la fin de la réunion, Miguel a quitté la tribune. Des dizaines de personnes se sont avancées, certaines pour remercier, d'autres pour partager leurs propres histoires douloureuses. Mais un homme se démarquait, un gentleman discret d'une soixantaine d'années, habillé simplement, les mains calleuses après une vie de labeur. « J'ai connu ton père », dit doucement l'homme. Il nous disait toujours, quand on voit quelque chose qui ne va pas, soit on le répare, soit on en fait partie. Miguel sourit, ses yeux brillant faiblement. C'est ce qu'il m'a appris aussi. L'homme hocha gravement la tête. Votre combat n'est pas seulement le vôtre. Il est le nôtre à tous. Miguel regarda autour de lui dans la pièce, des visages remplis d'espoir, de détermination et de courage. Je sais, dit-il doucement. Et je n'ai pas encore fini. Mais aucun d'entre eux, et Miguel encore moins, ne savait quel véritable tournant allait encore survenir. Quelqu'un au sein de la municipalité venait de changer de camp. Un nouveau lanceur d'alerte. Et les informations qu'il détenait ne feraient pas tomber un seul capitaine. Elles feraient tomber tout le service, et peut-être plus encore. Le lendemain matin, à 6h12 précise, le téléphone de Miguel sonna. Identification de l'appelant, agent Ramirez. Il a répondu immédiatement. On a un projet, dit-elle. Retrouvez-moi au bâtiment fédéral. N'amenez personne. Elle n'a pas donné d'explication. Elle n'en avait pas besoin. Miguel a pris son sac et est sorti. À son arrivée, Ramirez le conduisit dans une petite salle de conférence sans fenêtre. Deux autres agents étaient déjà assis, et à la table, se tordant nerveusement les mains, était assise une femme d'une quarantaine d'années, brune et portant des lunettes. Un badge d'employé de la ville était accroché à son cou.
Ramirez ferma doucement la porte. Je suis Sandra Mel, du ministère des Finances. C'est la lanceuse d'alerte qui nous a contactés hier soir. Miguel lui fit un signe de tête calme, même si son cœur battait fort dans sa poitrine. Sandra parlait rapidement, sa voix tremblante. Je n'y étais pas mêlé. Au début, je ne savais pas ce que je signais. Mais j'ai trouvé les documents. Le capitaine Henly ne se contentait pas de détourner les fonds confisqués, il prélevait aussi de l'argent directement sur le budget de la ville. Ramirez fit glisser un dossier épais sur la table. La voix de Sandra tremblait. J'ai retrouvé plus de 2,3 millions de pesos. De l'argent censé financer des actions de proximité, des aides au logement, des formations à la diversité pour AS, tout cela a été détourné vers de fausses associations. Elle déglutit difficilement. Ces associations appartenaient à la famille Henly. Et à 2 membres du conseil municipal. Miguel se pencha en avant, le souffle court. Es-tu sûr? J'ai des documents, murmura Sandra. Des emails. Des virements bancaires. J'ai déjà des copies de sauvegarde. Ramirez a ajouté doucement, nous avons suffisamment vérifié pour ouvrir une enquête fédérale pour corruption. Miguel ferma brièvement les yeux et expira. La corruption était plus profonde qu'il ne l'avait craint. Mais la corruption profonde est fragile, car elle dépend du silence d'un trop grand nombre de personnes. Et ce silence venait de se briser. Pendant ce temps, à l'intérieur du quartier général de l'AS, le capitaine Henly s'effondrait. Il avait déjà eu vent du signalement de Sandra. Les agents chuchotaient dans les couloirs. Certains évitaient complètement son regard. Il a fait irruption dans la salle de briefing. Écoutez, aboya-t-il. Personne ne parle à la presse. Personne ne parle au ministère de la Justice. Si quelqu'un fait une fuite, il est viré sur le champ. La salle resta silencieuse, non pas par obéissance, mais par calcul. Henly le sentait. La loyauté sur laquelle il avait compté pendant des années avait disparu, remplacée par la peur. Et la peur se propage. De retour dans le bureau de Miguel, l'équipe se rassembla. Taza scruta les nouvelles preuves, les yeux écarquillés. C'est énorme. Jared émit un léger sifflement. On pourrait faire tomber tout le département, peut-être même le conseil. Nina fronça les sourcils, la voix prudente. Mais ce n'est pas sans risque. Si on parle au grand jour, ils nous poursuivront plus durement que jamais. Miguel hocha la tête. Je sais. Taza le regarda dans les yeux. Alors, c'est quoi le truc? Miguel prit une profonde inspiration. On devient public. Mais pas comme avant. Il a sorti son téléphone. J'appelle tous nos contacts, journalistes, responsables communautaires, anciens agents prêts à s'exprimer. Nous ne lançons pas de bombes. Un léger sourire déterminé étira ses lèvres. Nous commençons un bilan. Cette nuit-là, le plan s'est déroulé. D'abord, une fuite. Un rapport anonyme diffusé à plusieurs médias, relevés bancaires, courriels, témoignages sous serment. Cela a révélé non seulement Henly et Collins, mais aussi les membres du conseil qui avaient approuvé les fausses organisations à but non lucratif. En quelques heures, les réseaux sociaux ont explosé. #ProjectAlcon est devenu une tendance nationale. Puis vint la conférence de presse, mais cette fois, Miguel n'était pas seul. Il se tenait aux côtés de Sandra Mel, de Taza, de Jared et de Nina, des agents qui avaient refusé de participer à des contrôles illégaux, des dirigeants communautaires, des victimes. Miguel parlait clairement, sa voix ferme, résolue. Pendant trop longtemps, le pouvoir s'est dissimulé derrière les titres et les uniformes. Pendant trop longtemps, ceux qui s'exprimaient ont été réduits au silence. Il s'arrêta, balayant du regard la mer d'appareils photo clignotants. Mais pas cette fois. Cette fois, ceux qui abusent de leur pouvoir en répondront. Les flashs des appareils photo ont explosé. Les journalistes ont crié leurs questions. Le règlement de compte avait commencé. Le maire est-il impliqué? Y aura-t-il des arrestations? Craignez-vous pour votre sécurité? Miguel sourit sinistrement. Je n'ai pas peur, car je ne suis pas seul. Il fit un geste vers les gens qui se tenaient derrière lui. Nous ne luttons pas seulement contre la corruption. Nous réclamons la responsabilisation. Cette nuit-là, la ville trembla. Le ministère de la Justice a officiellement inculpé le capitaine Henly et un mandat d'arrêt a été émis. 2 membres du conseil municipal ont été mis en examen.
Mais le changement le plus important est survenu lorsque les responsables du SOC et plusieurs agents de l'AS, dont le sergent Collins, ont changé de camp. Ils ont accepté de témoigner en échange de réduction de peine. Le système même qu'Henley avait bâti pour se protéger s'effondrait de l'intérieur. Et Miguel avait accompli ce que personne n'aurait cru possible. Il avait non seulement dénoncé la corruption, mais il avait transformé la peur en action, le silence en voix et l'oppression en élan. Mais Miguel savait que ce n'était pas fini. Pas encore. Le pouvoir ne cédait jamais sans bruit. Et les joueurs les plus dangereux n'avaient pas encore fait leur apparition. Le lendemain matin, le nom de Miguel ne faisait pas que la une des journaux, il était sur toutes les lèvres de tous les élus, de tous les agents, de tous les citoyens qui s'étaient un jour sentis impuissants. Le jugement avait commencé. Mais la contre-attaque aussi. À l'hôtel de ville, à huis clos, des hommes puissants se sont rassemblés, paniqués. Pas seulement AS. Pas seulement les conseillers municipaux. Hommes d'affaires, entrepreneurs, donateurs politiques ou tous liés au réseau que Miguel venait de démasquer. Une voix aiguë et froide résonna dans la pièce. Nous l'avons sous-estimé. C'était notre erreur. Maintenant, nous ne pouvons plus nous permettre de jouer en défense. Un autre homme répondit. Que proposez-vous? On le discrédite complètement. On fouille dans son passé, on trouve quelque chose ou on crée quelque chose. Et si ça échoue, on met fin à tout ça discrètement. Un silence gêné s'installa dans la salle. Pour la première fois, il ne parlait pas de l'imitation des dégâts. Il parlait de survie. Pendant ce temps, Miguel et son équipe se réunissaient pour une nouvelle séance stratégique. Taza présentait de nouvelles informations. Depuis la conférence de presse, nous avons reçu des menaces anonymes, courriels, messages vocaux. Quelqu'un a même tenté de pirater nos serveurs cloud. Jared a ajouté. La piste numérique mène à un entrepreneur non déclaré embauché par la ville. Nina fronça les sourcils. Il ne cherche plus seulement à nous faire taire légalement. Miguel hocha la tête d'un air sombre. Je m'y attendais. La question est, jusqu'où sont-ils prêts à aller? Comme par magie, son téléphone vibra. Un SMS d'un numéro inconnu. On vous voit. Reculez ou vous en paierez le prix. Taza jeta un coup d'œil par-dessus son épaule. Ce n'est pas du bluff. Miguel glissa le téléphone dans sa poche. C'est la peur. Il se tourna vers l'équipe, la voix ferme. Nous doublons nos protocoles de sécurité. Personne ne travaille seul. Et nous maintenons cette dynamique. Il a montré les dossiers sur la table. Parce que la peur est un signe que nous gagnons. Cette nuit-là, Miguel a reçu un autre appel de l'agent Ramirez. Nous avons intercepté des conversations. Il ne cherche plus seulement à vous discréditer. Je sais, répondit doucement Miguel. Nous pensons qu'ils ont engagé une société de sécurité privée, clandestine et intraçable. Laisse-moi deviner, murmura Miguel, pour faire disparaître le problème moi. Nous renforçons la protection, a déclaré Ramirez avec fermeté. Pour vous et votre équipe. Miguel secoua la tête. J'apprécie. Mais je ne vais pas me cacher. C'est exactement ce qu'ils veulent. Alors, soyez prêts, prévint-elle. Ils sont désespérés. Moi aussi, dit doucement Miguel, j'ai désespérément envie d'en finir. Les jours qui suivirent furent un tourbillon d'activités. L'attaque eut lieu, mais pas avec des armes. Avec des mensonges. Un important média a publié un article, exclusif. Un lanceur d'alerte fédéral fait l'objet d'une enquête pour fraude et évasion fiscale. L'article était truffé de distorsions, de faits déformés et de mensonges flagrants. Des sources anonymes affirmaient que Miguel avait manipulé les données du projet Halcon à des fins personnelles. En quelques minutes, les réseaux sociaux ont explosé. La moitié des commentaires étaient indignés, l'autre moitié confuse. Est-ce vrai? Un autre faux héros? La même vieille corruption. Mais Miguel était prêt. Cet après-midi-là, il a tenu une nouvelle conférence de presse. Cette fois, sans tribune. Il s'est tenu aux côtés de l'agent Ramirez, de lanceurs d'alerte, de victimes et de nouveaux alliés, procureurs, avocats des droits civiques, et même d'anciens agents de l'ISE qui avaient autrefois eu trop peur de parler. Miguel a parlé en premier. Les mensonges répandus à mon sujet aujourd'hui étaient prévisibles. Le pouvoir ne capitule jamais sans réagir. Il tente d'empoisonner la vérité avant qu'elle n'ait pu achever son œuvre. Il s'arrêta.
Mais c'est ce à quoi il ne s'attendait pas. Il fit un geste vers Ramirez, qui s'avança. Le ministère de la Justice a examiné chaque allégation, a-t-elle annoncé. Non seulement ces informations sont fausses, mais chaque soi-disant source citée dans l'article a des liens financiers directs avec les fonctionnaires qui sont maintenant inculpés par le gouvernement fédéral. Un journaliste a crié. Avez-vous des preuves? Ramirez brandit un épais dossier. Chaque page, dit-elle tandis que les flashs des appareils photo éclairaient la pièce. Miguel a continué. Cette campagne de diffamation n'était pas seulement une attaque contre moi. C'était une attaque contre la responsabilité ou contre tous ceux qui osaient dire assez. La pièce s'immobilisa. Pour ceux qui doutent encore de moi, ajouta doucement Miguel. Je ne demande pas votre confiance. Je demande votre attention. Regardez ce qui se passe ensuite. Et ce qui s'est passé ensuite a secoué la ville jusqu'à ses fondements. Des agents fédéraux ont exécuté des mandats d'arrêt au siège de l'AS, au domicile des membres du conseil et dans les bureaux de l'entreprise de sécurité privée qui avait menacé Miguel. Des dizaines de personnes ont été arrêtées et des centaines de documents ont été saisis. Même le média qui avait publié l'article diffamatoire a vu son rédacteur en chef assigné à comparaître. L'histoire s'est effondrée. Les mensonges ont été démantelés. Dans les mois qui suivirent, la ville s'installa dans une nouvelle normalité. Miguel refusa toutes les offres de postes officiels, préférant rester un organisme de surveillance indépendant. Son équipe contribua à la création d'un conseil de surveillance civile. Et la communauté, autrefois sans voix, eut enfin son mot à dire sur sa gouvernance. Mais Miguel savait que le combat n'était pas terminé. D'autres villes ont commencé à tendre la main, demandant de l'aide pour faire face à leur propre corruption bien ancrée. Une nuit, debout seul sur son balcon, Miguel regardait la ville. Pas parfait. Mais en mieux. Et pas seulement à cause de lui, mais à cause de tous ceux qui ont refusé de se taire. Certaines histoires ne se terminent pas comme ça. Elles résonnent. Le parcours de Miguel n'avait jamais consisté uniquement à dénoncer la corruption ou à demander des comptes à quelques puissants. Il s'agissait plutôt d'un rappel, il ne faut jamais sous-estimer personne. L'homme silencieux. La femme ignorée. La voix qui reste calme tandis que les autres crient. Parce que la force ne se fait pas toujours entendre. Et la justice ne porte pas toujours un insigne ou une robe. Parfois, elle réside chez ceux qui refusent d'abandonner, qui restent debout alors qu'il serait plus facile de rester assis, qui choisissent la vérité même au prix de tout. Et pour ceux qui regardent, en particulier ceux qui ont vécu assez longtemps pour savoir comment le monde fonctionne réellement, il y a une autre leçon. On n'est jamais trop vieux pour faire la différence. Jamais trop petit pour susciter le changement. Votre sagesse, votre expérience, votre résilience, ce sont les outils qui peuvent reconstruire un système brisé. Le combat pour la justice n'est pas un instant. C'est un engagement. Et il nous appartient à tous. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a rappelé votre force ou celle de quelqu'un qui a refusé de se taire, aidez-nous à perpétuer ces histoires. Cliquez sur « J'aime », partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre et abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires qui prouvent qu'il ne faut jamais sous-estimer personne. Votre voix compte. Et ensemble, nous pouvons faire en sorte que personne ne soit à nouveau oublié.